Votre fidélité, vous regardez CCTV, c'est votre magazine Kiosque. 9 ans après sa signature, l'accord cadre d'Addis Abeba était au centre de la 10e réunion des chefs d'État et du gouvernement hier à Kinshasa. Deux temps forts. D'abord, l'évaluation. Est-ce qu'il y a eu des progrès en ce qui concerne la mise en œuvre de ces documents par rapport aux engagements des uns et des autres, mais aussi le deuxième temps fort, c'est cette passation des instruments juridiques, des instruments qui régissent cette structure, ce mécanisme entre Yoweri Kaguta Museveni, l'Ougandais, et Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo de la République démocratique du Congo. Un long communiqué a sanctionné ces assises avec comme note positive tous les participants ont salué en tout cas les opérations militaires conjointes entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda en vue de traquer les EDF. Également, les chefs d'État ont plus insisté sur les dialogues en vue d'éliminer la tension entre les États en vue de la coopération. On va en parler. Les grands absents de ces assises, c'était le Rwandais Paul Kagame, lui qui n'était pas à Kinshasa, mais pourtant il était annoncé. La République rwandaise a été représentée par son Premier ministre. Plus rien ne va au sein de l'Union sacrée. Que se passe-t-il? Cette question de partage des entreprises publiques, aussi la question de gouverneur, cette élection pour la deuxième fois à reporter, ne fait pas l'unanimité. La mosaïque PPRD au sein de l'Union sacrée, pas d'accord avec Bahati Lukwebo. La répartition n'a pas tenu compte du poids politique de la mosaïque PPRD au sein de l'Union sacrée. Est-ce que réellement le deuxième report de ces élections de gouverneurs et vice-gouverneurs est tout simplement justifié par le fait des moyens, comme la CENI l'a soutenu, ou bien il y a eu des tensions au sein de l'Union sacrée? Je ne vais pas vous dire davantage. Vous avez suivi cette déclaration de Charles Okoto et plusieurs voix qui se sont levées pour désapprouver un peu la méthode, entre guillemets, cavalière de Bahati Lukwebo, selon ses pourfendeurs, qui estiment que la répartition n'a pas tenu compte du principe de la solidarité. Merci à vous. Nous sommes vendredi 25 février. Bienvenue. Pascal Ondier, bonjour et bienvenue. Bonjour Serge Kabon. Allez, en face de Pascal, nous aurons Ambroise Mamba. Ambroise, bonjour. Bonjour Serge. Bienvenue à vous. Merci. Pas de biscuits, hein, en dehors de ces deux grands thèmes qui seront débattus tout à l'heure. Ah non, ça va. Très bien. Allez, on va aller rapidement avec Pascal Ondier, élection de gouverneur et vice-gouverneur. La question divise. C'est vrai qu'on va en parler. Ça sera les deuxième et les derniers thèmes. Pascal Ondier, 10 ans à 9 ans après l'accord, mais c'est la 10e réunion. Les mécanismes des suivis, les maîtres mots à la rencontre d'hier, c'était la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs. Je crois 10 ans après la signature de l'accord, il était temps de faire un break et passer en revue. Est-ce qu'il y a eu progrès? Quels sont les engagements qui ont été assignés pour telle partie ou telle partie? Est-ce qu'on a avancé? Est-ce qu'on n'a pas avancé? Mais ce qui est bon, c'est que les chefs d'État ont salué quand même cet engagement militaire entre la RDC et l'Ouganda pour traquer les forces négatives dans la partie est du pays. Je reviens à la question, à votre question qui fait l'objet de notre débat ce matin. Me permettez que, parce que vous ne m'avez pas posé la question, sinon je commencerai directement par là, que je trouve mon petit biscuit, parce que j'ai fait aussi depuis le matin. Parce que je vous ai suivi hier très religieusement, du début jusqu'à la fin. C'était une très belle émission. Merci. En tout cas, vous présentez l'émission, Serge, j'aime la façon dont vous responsabilisez les invités, et sinon vous les mettez en confiance. Merci. Ça, en tout cas, j'aime. Mais simplement, le contenu a posé problème. Rassurez-vous qu'il sera autant pour vous aujourd'hui. Et le contenu, là, est du fait que, de ma petite expérience, nous, les journalistes, nous ne lisons pas trop beaucoup maintenant, excusez, parce que là, je me suis répété, nous ne lisons plus beaucoup. Nous, depuis que l'avènement des réseaux sociaux, nous nous limitons aussi à avoir des informations comme tout le monde. On veut les fast-food. Et ce qui n'est pas bon pour un journaliste. Le dossier Palou,
Le problème se pose à quel niveau? Qu'est-ce qui s'est effectivement passé? Cette question, personne n'a été amené. Vous n'avez que 3 minutes pour oui, mais que je vous explique un peu. Oui. Il s'est agi maintenant d'un parti politique qui, son secrétaire général était décédé, qui était Gizenga. Après le décès de Gizenga, il fallait maintenant trouver un autre secrétaire général Aïe pour que le parti organise le congrès. On va finalement faire le choix sur Lugui Gizenga. Lorsqu'on choisit Lugui Gizenga, déjà Mayoba à son temps-là était mécontent. Lugui est secrétaire général, Aïe, avec ses adjoints, dont Ngabou. Sylvain. Et finalement, le bureau politique va se réunir. C'est quand? C'est le 15 août 2020. On reconnaît Ngabou comme secrétaire général, Aïe du Palou. On reconnaît Matoukou et les autres comme des secrétaires généraux adjoints. Et qui signe parmi les membres du bureau politique? Vous trouverez la signature de Mayobo. Je peux avoir le document? Le document est là. Oui. Bureau politique, Mayobo reconnaît maintenant Ngabou comme secrétaire général Aïe. Ça, c'est la résolution du bureau politique du parti Lumumbuiste unifié. Regardez là où j'ai pointé. Et regardez là, il y a des signatures. Vous le 15 août 2020. La signature de Mayobo est là. Il y a Martin Kaboloulou, il y a Kidima Nzumba, il y a Georgine Madikou, il y a Memas Matoukou, il y a Boko Matondo Fabien, il y a aussi Godefroy Mayobo. Voilà. On reconnaît l'autre là comme secrétaire général Aïe du parti. C'est la personne habilitée à engager le parti. Ce n'est pas le secrétaire permanent. Et maintenant, le monsieur va organiser le congrès avec les autres. Ils sont au centre Nganda. On organise le congrès. Le congrès prend maintenant ses résolutions. Les résolutions notariées, publiées dans le journal officiel, ça devient opposable. Et après, Mayobo estime que je ne peux pas accepter ce qu'ils ont fait parce qu'il y a l'une des résolutions, c'est son exclusion. Il va en justice. Il va à Matete. Et là, lui-même a amené le dossier à Matete. Il commence à constater qu'on veut le récuser simplement parce qu'il n'avait pas qualité d'engager le parti. Merci Pascal. Non, je termine. Il est allé à la Cour de cassation. Pendant ce temps, il va initier lui aussi son congrès. Et le vice-premier ministre, Daniel Asselo, dit non, mais comment on aura maintenant deux palous? Il faut attendre jusqu'à ce que la justice rende son arrêt. Oui. C'est alors que je pourrai, moi, à travers la décision de la justice, prendre une décision qui va convenir selon l'esprit de la justice. Merci. Et l'arrêt de la Cour de cassation, c'est quand? Parce que là aussi, il faut le dire. Vous êtes très documenté sur oui, c'est le 12 octobre 2021. Pas très longtemps. L'arrêt dit quoi? Vous, Mayobo, oui, vous êtes secrétaire permanent du Palou, mais je considère qu'on vous a exclu. Et je considère aussi que vous n'avez pas le pouvoir d'engager le parti et venir me saisir. Ça, c'est la Cour de cassation. Qu'est-ce qu'il y a par conséquent, oui, votre saisine est de nul et de nul effet. L'arrêt est là. C'est le service notaire de l'hôtel de ville qui saisit VPM et dit mais je suis dans une difficulté. Nous avons déjà notarié les résolutions du congrès, mais on nous amène encore d'autres résolutions. Comment nous allons faire? Nous ne serons pas notariés. Mais VPM va prendre finalement l'acte. Prendre acte voudrait quoi? Je constate ce que la justice a fait. Moi j'accuse la réception. Point. Je prends bonne note. Et voilà maintenant. Si vous voulez vous acharner, mais ce n'est pas contre celui qui a pris l'acte. Acharnez-vous contre la justice et régularisez maintenant la situation à l'interne parce qu'il s'agit d'un fait privé. Merci pour la précision. On cherche des poux ailleurs. Merci. Donc les voilà, c'est ça la précision. Les problèmes, c'est l'arrêt de la cassation que j'ai. L'arrêt de la cassation et la qualité qui a posé problème du côté Mayoba, pouvoir maintenant saisir la Cour des cassations. Merci. Mais au-delà de ça, je vais vous accorder la parole. Je vous accorde la parole, mais permettez-moi de vous poser quand même cette question. Au-delà de ça, c'est quand même triste que de voir ces partis, ces grands patrimoines nationaux, un parti cinquantenaire, après la mort de son leader Gizenga, en train de nous donner cette image-là. Et pendant que Dorothée Gizenga n'est pas encore enterrée, c'est triste. Oui, effectivement, c'est triste parce que
C'est ça l'image de nos partis politiques. C'est comme nos orchestres de musique. Oui, justement. Donc, aucun parti n'échappe à ça. Lorsque les leaders décèdent, vous voyez, il y a toujours du désordre. Mais la question que moi je voudrais me poser par rapport à ces dossiers, c'est que, au regard des documents présentés par Pascal tout à l'heure, je me pose la question de savoir comment, au niveau de l'Union sacrée, lorsque les partis de l'Union sacrée se réunissent, on voit Mayobo aller siéger là. C'est quel message qu'on donne à l'opinion? C'est que l'Union sacrée a choisi son camp. Pour l'Union sacrée, c'est Mayobo qui représenterait, qui a le pouvoir d'engager les palous. Mais au regard des documents présentés par Pascal, il n'en est pas question. Mais Ambroise, Ambroise, apparemment, cette question a posé problème à l'époque de Kabila. Apparemment, il y avait une volonté à l'époque de Kabila, vers la fin du mandat, de vouloir s'accaparer du palou et avoir les palous dans ses bottes. Et voilà pourquoi il y a eu cette scisparité, et voilà, aujourd'hui, on en est là. Donc ça ne date pas de Félix et ça ne date pas de Daniel Assalo. Non, au contraire, même lorsque le gouvernement actuel, les deux tendances du palud sont représentées. Il y a Mazenga, qui est avec le ministre de la coopération. Oui, il est avec les Makiashi. Vous avez le ministre de l'information. Didier Mazenga. Qui a lu les communiqués. Lui, du côté Makiashi. Vous avez Patrick Mouyaya du côté Mayobo. Ils sont tous au gouvernement. Et donc à ce moment-là, Palou Tonia et Palou Maison-Mère. Voyez-vous, tout ça l'Union sacrée. Simplement, je voulais substantiellement dire ici que merci, ça n'a rien à voir avec le vice-premier ministre. En fait, le problème est interne. Est-ce que le président Félix peut réunir ses héritiers du Palou? Ou bien soit qu'ils acceptent de faire comme on a fait à l'IDPS. Il y a IDPS Kibasa, il y a IDPS Tshisekedi. Chacun part avec son palou. Oui, effectivement, c'est une solution. Moi, je pense que c'est une solution. Il y a possibilité de scinder, chacun a son aile. Oui. Et effectivement, il a la possibilité de présenter ses candidats et de savoir de quel côté aller, soit à l'opposition, soit à la majorité. Mais la difficulté ici avec le régime, tu sais qu'il n'est pas le dédoublement des partis politiques. Et ce qui est plus important, et j'aurais voulu d'ailleurs que Ambroise, parce que lorsqu'il a parlé de l'Union sacrée, peut-être au sein, n'est-ce pas, du regroupement, on peut voir comment réunir les membres du parti pour trouver solution. Si par exemple, et que Mayobo accepte Makiashi comme secrétaire général, Mayobo est secrétaire permanent, les linges sales se lavent en famille. Le problème c'est à quel niveau? Le problème c'est qu'on dit de Makiashi, il n'a pas la souche palou. Il semble que la base se reconnaît plus à Mayobo. Oui, bon, ça c'est le problème. Quand Makiashi. Malheureusement, il semble que c'est un bon manœuvrier politique. Bon. Voilà. Maintenant, la question principale. On va prendre, merci beaucoup Pascal Ondje. Je pense que cette affaire est tirée désormais au clair. Il y a Lungila qui nous informait sur la question. Mais malheureusement, il faut regretter. Il dit que c'est le secrétaire permanent. Il faut regretter l'incident qui le secrétaire permanent n'engage pas le parti. La justice a démontré, l'arrêt de la Cour de cassation. C'est le secrétaire général. C'est le secrétaire général. Allez, est-ce qu'on peut prendre l'accord cadre 9 ans après la 10e réunion se tenue hier? On a salué la mise en œuvre de la mutualisation de la force entre UPDF et les FARDC. Est-ce qu'il y a eu progrès? Qu'est-ce qu'il faut réajuster, Pascal? Effectivement, il y a eu progrès parce que je ne vois pas le M23 encore actif, capable d'inquiéter surtout la République démocratique du Congo, parce que l'accord est né pourquoi et comment, dans quelles circonstances. On est parti de CNDP qui va se transformer finalement en 23. La déclaration de Nairobi. Les contacts vont commencer, ainsi de suite. Et le 8 octobre 2018, on va finalement signer l'accord. Et il y a eu de clauses, sinon l'élément le plus important dans cet accord, c'est la question de la sécurité. C'est vrai, on a abordé l'économie, et ainsi de suite, mais c'est la sécurité. Et dans la logique de l'accord était que, à partir de ce moment, on ne peut plus accepter, voir un pays, n'est-ce pas, faisant partie maintenant du signataire, appuyer une quelconque force négative pour pouvoir attaquer l'autre pays. Sinon, lui-même, à travers ses éléments militaires, à pouvoir attaquer un autre pays. Et on s'est mis d'accord. Mais là où ça étonne un peu, c'est à chaque fois, lorsque nous connaissons que le Rwanda est parmi les signataires, le pays qui était visé à l'époque était le Rwanda, parce que le M23 était soutenu absolument et totalement par le Rwanda. La preuve,
Au jour d'aujourd'hui, vous avez des tendances du M23, il y a une tendance en Ouganda et l'autre tendance maintenant au Rwanda. C'est la tendance rwandaise qui a même attaqué il y a 3 semaines. Voilà. Et souvent, c'est du côté rwanda qu'il y a cette tendance de ne pas respecter l'accord. Et quand vous suivez les déclarations du président rwandais, vous sentez que, bon, je ne sais pas si c'est sentimentalement ou il continue à confondre les époques, mais vous sentez qu'il n'est pas dans l'accord. Pour lui, il pense que n'importe quand, s'il se sent, je ne sais pas, il peut attaquer la République démocratique du Congo. Mais les choses ont changé. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, si le Rwanda tentait d'attaquer la République démocratique du Congo, ce serait comme il a fait avec le CNDP, il a fait avec le M23. Aujourd'hui, nous sommes dans un paradigme. Il n'y a pas longtemps. Oui, ça a changé. Et donc, ici, c'était une bonne chose qu'on fasse l'évaluation. En tout cas, je suis très persuadé, sinon plus d'accord, que depuis un certain moment, il y a une évolution. Je ne vois pas, je ne sens pas les pays vouloir faire comme ils le faisaient la fois passée. Quand je prends la position du président ougandais, il est plus dans la mutualisation. Il est plus dans la recherche commune de la solution. N'est-ce pas? Donc, il n'est pas dans « je suis le plus fort », je suis le plus vieux, le plus expérimenté, j'ai mes militaires, je vais m'imposer sur vous. Non, il n'est plus dans cette logique-là. Il mutualise maintenant les forces pour qu'ensemble, nous puissions trouver solution dans cette partie politique, dans cette partie du pays. Mais que ça soit à cœur ouvert. Mais aussi la République démocratique du Congo devra comprendre que lorsque nous sommes avec les amis, il n'y a pas de sincérité. Lorsque nous sommes avec les amis, les autres pays, c'est leurs intérêts qui comptent. Qu'on n'aille pas comme des prêtres, comme des pasteurs, croire que comme nous avons dit là, c'est fini, il n'y aura plus rien. Non. Lorsqu'ils vont voir que nos intérêts, c'est là, aujourd'hui, avec nos ressources, nous ne serons plus vivre, ils vont, en tout cas, marcher sur l'accord. Et voilà pourquoi, pendant ce temps, en même temps que l'accord existe, nous devons en même temps nous organiser militairement pour que toute force négative qui proviendrait maintenant de ces pays-là trouve la République démocratique du Congo bien assise et difficile maintenant, en tout cas, de franchir ne fût-ce que la frontière. Ce sera alors une bonne chose. Très bien. Donc, je pense qu'on est dans une bonne évolution. Je vois comment nos militaires sont en train de récupérer de jour au jour les différents villages qui étaient occupés hier par les forces négatives. Je crois qu'avec le temps, on sera encore plus fort qu'aujourd'hui. Ces réunions n'ont pas vraiment eu lieu dans différents pays. Hein. Elles ont été souvent convoquées en marge des assises des Nations Unies, des Assemblées Générales. Mais depuis un bout de temps, c'est des pays membres signataires. On parle de 13 pays. Hein. Ça tombe au moment où il y a quand même cette mutualisation entre l'UPDF et les forces armées de la République démocratique du Congo. Très bonne note. Hein. C'est effectivement, c'est pourquoi le communiqué final commence par soutenir, par saluer les efforts entrepris entre la RDC et l'Ouganda pour arriver à en finir avec les rebelles, les ADF, ainsi de suite. Juste pour dire que nous soutenons ce que vous faites plutôt. Mais le problème ici, c'est comme l'a dit Pascal, il y a 2 ou 3 mots à retenir. C'est la paix, la sécurité et la stabilité. Alors, lorsque vous prenez ça, vous allez voir qu'il existe 2 mécanismes de suivi de cet accord. Il y a d'abord un mécanisme au niveau national, c'est le MNS. Il y a aussi un mécanisme au niveau régional, c'est le mécanisme dont Tshisekedi a pris la tête, le mécanisme régional de suivi de l'accord d'Addis Abeba. Alors, il y a eu des engagements qui ont été pris, d'abord au niveau national et au niveau régional. Mais est-ce que les pays respectent ces engagements? C'est ça le problème. Mais on aurait voulu le président rwandais être là, malheureusement il a brillé par son absence, mais comment nous comprenons cette absence? C'est justement parce que, comme l'a dit Pascal, il y a un problème d'intérêt. Ce sont des caprices, à mon avis, ce sont des caprices que nous présente le président rwandais, qui a vu les efforts, ou bien la mutualisation des efforts entre les FARDC et l'UPDF, qui l'a mis en mal parce que toutes les raffineries du Rwanda tirent leur profit à partir du commerce illicite, du trafic illicite qui s'exerce au niveau de nos frontières. Il veut profiter de la porosité des frontières congolaises pour arriver à se faire de l'argent au Rwanda. Alors, ce qui fait qu'avec l'administration militaire qui est arrivée, ce commerce a été un peu coupé. Et voilà pourquoi je voudrais ouvrir une parenthèse pour dire que tous ceux qui demandent même la levée de l'état des sièges, aujourd'hui, ceux qui demandent la levée de l'état des sièges, ils roulent pour le Rwanda. Parce que c'est le Rwanda qui veut que l'état des sièges... Il y a même des natifs. Effectivement. Ils roulent pour le Rwanda. C'est le Rwanda qui ne veut pas voir cet état des sièges continuer. C'est le Rwanda qui ne veut pas voir ces opérations militaires entre la RDC et l'Ouganda continuer. Et il veut que
qu'on demeure dans une situation d'instabilité. Comme ça, il y aura ce commerce illicite des minéraux qui va se perpétuer et ça va alimenter son pays. Et voilà pourquoi nous disons coup de chapeau à ces 13 pays qui ont quand même manifesté, salué ces efforts qui ont été entrepris par la RDC. Maintenant, il faut aller de l'avant, comme l'a dit Pascal. Non seulement c'est la diplomatie qui a produit d'ailleurs cet accord d'Addis Abeba, qui a été signé sous l'égide des Nations Unies, même si Guterres n'est pas venu, au regard de la situation entre la Russie et l'Ukraine, mais quand même, il y a eu Jean-Pierre Lacroix qui était là. Donc les Nations Unies sont là en train de regarder comment les pays de la sous-région respectent leurs engagements pour qu'il y ait la paix, la stabilité. Ça aurait été, cher Pascal et Ambroise, une belle occasion pour Kagame qui, il n'y a pas longtemps, avait affirmé sur Jeune Afrique, demandant au chef de l'État, son homologue congolais, de pouvoir venir chercher les M23. Ça aurait été une belle occasion pour qu'on en débatte, et pour qu'on en discute, qu'on nous dise ils sont combien, comment ils quittent et qui devraient être casernés, désarmés. Par quels moyens ils arrivent quand même à nous attaquer au niveau de nos collines de Tchanjou? Oui, mais effectivement, parce que, bon, s'il y a des Congolais, il y a tout un mécanisme, n'est-ce pas, d'appréciation pour qu'ils rentrent dans leur pays. Et s'il n'y a pas de Congolais, on ne saura pas les accepter pour qu'ils rentrent. Mais la peur, à un certain moment, c'est que on pensait, et peut-être jusqu'aujourd'hui, on continue à penser que nombreux qui sont là ne sont pas forcément Congolais. Et ils se disent Congolais, mais ils vont venir ici. Et nous avions connu le cas de Bosco Ntaganda. Vous aviez suivi sa déposition à la Cour pénale internationale lorsqu'on lui posait la question. Est-ce qu'effectivement vous êtes Congolais? Il dit non, moi je ne suis pas Congolais, je suis sujet rwandais. Et on est parti de la langue qui pouvait s'exprimer. Il dit moi je suis à l'aise lorsque je m'exprime en Kinyarwanda. Et finalement on a compris qu'il n'est pas Congolais. Il faudrait qu'on évite, n'est-ce pas, ces infiltrations stratégiques qui viendraient, en tout cas, encore nous déstabiliser du fait simplement que nous aurons accepté tout le monde au nom, n'est-ce pas, du respect de cette disposition de l'accord, acceptant que les Congolais qui ont fait partie du M23 reviennent au Congo. Et c'est comme ça que vous allez vous rendre compte que depuis tout ce temps, leur rapatriement a posé problème. Mais ils conditionnaient encore et continuent à dire, lorsqu'ils viennent, il faudrait qu'ils participent dans les institutions. Mais il faut aller aux élections. Qu'ils participent dans les institutions. Donc, dans le pouvoir nominatif, bien entendu. Et lorsqu'on nomme les membres du gouvernement, les entreprises, qu'ils soient là aussi. Et c'est comme ça que, depuis toujours, lorsqu'on réfléchit, on dit, mais comment, par quelle façon on va faire? Est-ce qu'on ne va pas trahir? Les Congolais ne vont pas crier. Et c'est comme ça qu'on a laissé tout ça. Et maintenant, ne veulent pas rentrer. Il y a eu une amnistie générale avec Kabila à l'époque. Et certains noms de ces membres-là se retrouvaient sur la liste. Mais ils ne sont jamais venus. Simplement parce qu'ils attendent, n'est-ce pas, trouver gain de cause en se retrouvant dans les institutions. Est-ce que ce n'est pas aussi une stratégie, la bonne peut-être pour Kigali, qui est de garder les M23? C'est comme brandir une sorte d'épouvantail ici, Kinshasa, que j'ai vos gens ici à tout moment, je peux les armer contre vous. Mais c'est ça, c'est pas aussi Kigali qui dit... Qui instrumentaliserait ces gens-là, dit ne rentrez pas, restez ici. Oui, oui, c'est des bonnes guerres. Vous savez, l'Ouganda, par exemple, lorsque vous prenez les ADF, l'Ouganda se sent en insécurité parce qu'il y a les ADF au Congo. Il y a le Rwanda qui se sentait en insécurité parce qu'il y avait l'FDLR au Congo. C'est la même chose aussi lorsque il dit avoir les M23 chez lui. Et ça met en difficulté la RDC en disant, par exemple, que non, on peut à tout moment nous déclarer une guerre. Alors, mais c'est aussi une position pour lui de pouvoir négocier certaines choses avec le pouvoir de Kinshasa, dire s'il y a la possibilité. Mais le problème avec le Rwanda, il y a une subtilité. Le Rwanda n'est pas sincère, il faut le dire. Et pourtant, le chef de l'État a traité Kagame de son frère. Oui, mais le problème avec le chef de l'État, c'est qu'effectivement, il nous a toujours dit que il a une facilité de comprendre la personne ou bien son interlocuteur. Même s'il sait qu'il est en train de le mentir, il le sait, il prend son temps. Le problème, c'est que quand il est arrivé au pouvoir, il a trouvé Paul Kagame, qui était président de la République, Paul Kagame qui était déjà dans tout ce qu'il faisait, mais il s'est dit, il se rapproche de lui, il utilise le rapport de bon voisinage pour voir si Kagame peut arriver à changer. Mais il a montré son vrai visage. D'ailleurs, son absence par rapport aux travaux du 10e sommet de l'accord d'Addis Abeba
est un message aussi en diplomatie, c'est un message. Tshisekedi a perçu. Je ne vous considère pas. Perçoit un message et Tshisekedi comprend qu'effectivement la personne que j'appelais mon frère se comporte de cette manière. C'est à Tshisekedi de le comprendre. Comme l'a dit Pascal tout à l'heure. Peut-être qu'il avait un autre agenda. Il était au stade au Sénégal là-bas. Oui, mais il était là. Il a trouvé le temps pour aller au Sénégal, mais pas le temps pour venir au Congo. Lorsqu'on parle de la paix, la stabilité, la sécurité, c'est que c'est quelqu'un qui s'est soustrait à cette volonté d'avoir la paix dans la sous-région. C'est pourquoi j'ai rejoint ce que Pascal dit tout à l'heure. Non seulement il faut aller avec le mécanisme régional de suivi de l'accord, mais aussi il faut se préparer militairement pour être fort et puisque dans ce mécanisme, c'est qui est biceps sur le plan militaire et dissuader le Rwanda. Donc une organisation à l'interne, c'est ça ce que vous voulez dire. Effectivement. Ah oui, parce qu'il n'y a pas de contraintes dans ces mécanismes, en tout cas. Allez, deuxième thème de l'émission, rapidement pour se séparer avec Pascal et Ambroise Mamba. Ces élections, plusieurs fois annoncées, aussi reportées. Est-ce que la vraie raison, on s'en tient à cela, hein, c'est que la CENI a dit, cher Ambroise, on dit, il n'y a pas de moyens, la Banque centrale a d'autres exigences. Je voudrais dire que je ne suis pas d'accord avec la CENI. La CENI a évoqué deux raisons. La première, c'est que dans la province de Lomami, il n'y a pas de candidat déclaré. Candidat déclaré. La loi ne dit pas que s'il n'y a pas de candidat. Oui, la loi ne dit pas ça. S'il n'y a pas de candidat, vous reportez les élections. Non. Il y a des acteurs électoraux qui sont là. Il y a des partis politiques qui sont censés présenter leurs candidats. Mais s'il n'y a pas de candidats, vous organisez les élections dans les autres provinces, mais quant à l'Omami, vous pouvez laisser la vacance. Bon, comment expliquer? Bon, ok, je suis d'accord avec vous. D'abord, commentez d'abord le fait qu'on n'ait pas un candidat au niveau de la Lomami. Comment expliquer? Oui, ça ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas. Est-ce que l'Union sacrée, qui a la majorité parlementaire aujourd'hui, n'a pas d'intérêt dans la province de l'Omami? L'Omami, c'est du côté Kabinda. Du côté Kabinda, dans le Kasaï oriental. Eliezer est là, il ne peut pas aller. Dans le Kasaï oriental. Oui. Eliezer est de Kabinda. Voilà pourquoi on se pose cette question. Comment expliquer que l'Union sacrée n'ait pas de candidats? Que le PPRD, les autres partis, ne puissent pas exprimer leurs ambitions à pouvoir gérer la province de l'Omami? Est-ce qu'il n'y a pas d'intérêt là-bas? Je me demande, c'est une province comme toutes les autres du pays. Alors, revenons. On revient maintenant aux raisons avancées par la CENI. Je voudrais aussi dire que le problème qui est là, l'Union sacrée n'est pas prête pour aller à ces élections. Il y a des problèmes internes au sein de l'Union sacrée. Et la CENI, à mon avis, la CENI a joué... un peu à la marionnette. Oui, effectivement, la CENI a un peu compris la position de l'Union sacrée pour lui permettre de pouvoir harmoniser les vues en interne et puis aller de l'avant. Mais les problèmes... C'est un très mauvais signal, hein, en tout cas. Oui. C'est un très mauvais signal de la part de la CENI. Oui, ou soit la CENI le fait en son corps défendant. Parce que bon, on me dit qu'il n'y a pas d'argent. La CENI ne vend pas des carottes pour avoir de l'argent. Elle attend l'argent du gouvernement. Mais si celui-ci ne joue pas sa partition, la CENI ne peut pas faire autre chose. Effectivement. Les problèmes de l'Union sacrée aussi, puisqu'il faut qu'on en parle, l'Union sacrée n'est pas tellement bien structurée aujourd'hui. Le président de la République avait lancé l'idée, il avait lancé l'appel pour que les gens les rejoignent. Peut-être à l'époque, il visait beaucoup plus la majorité parlementaire au niveau de l'Assemblée nationale. Les gens sont venus, il y a la mosaïque du PPRD qui a apporté du poids. Et effectivement, on a renversé la majorité. Mais aujourd'hui, est-ce que cette plateforme est structurée? Qui en est le coordonnateur? Qui en est le coordonnateur? Quels sont les... C'est quoi la charte? Les coordonnateurs provinciaux, locaux. Quelles sont les règles du jeu? Qu'est-ce qu'on se dit là-bas? Vous avez vu Bahati tenir une réunion avec Augustin Kabouya. Ils se sont dit des choses, ils se sont partagés les quotas au niveau des provinces, et puis ça posait problème tout de suite. Vous avez entendu la mosaïque du PPRD qui dit ne pas être concerné par les tickets qui ont été présentés. Il y a la code de Jean-Lucien Mboussa qui a emboîté les pas à la mosaïque du PPRD pour dire qu'elle n'est pas concernée par ce qui a été décidé, ce qui fait qu'aujourd'hui l'Union sacrée est au bord de l'implosion. Et si le chef de l'État ne prend pas cette affaire au sérieux, ça va mettre en difficulté... Est-ce que vous avez suivi, Ambroise, même la préparation des élections de 2023? Oui, vous avez suivi la réaction des députés de Mbujimaï. Ils ont dit qu'ils ne sont pas concernés par cette affaire de l'Union sacrée. L'Union sacrée, c'est au niveau national. Ils disent même que les chefs de l'État étaient à Mbujimaï. Mais ça, c'est grave. Ils ont dit... C'est grave. Ils ont d'abord adressé le message à l'IDPS pour dire qu'ils ne voteront pas pour le candidat de l'IDPS comme un dictat venant de Kinshasa. Ils ont besoin de toutes les candidatures et ils vont s'assumer. Ça, c'est quand même un message grave. Oui, mais ça c'est peut-être ce qui fait peur, mais c'est une preuve du désordre qu'il y a à l'UDPS.
c'est une preuve du désordre. À l'Union sacrée et à l'UDPS aussi. Également à l'Union sacrée. D'abord à l'UDPS parce qu'ils sont en majorité des députés de l'UDPS au niveau du Kasaï oriental. Et c'est une preuve aussi du désordre. C'est quoi le leadership? Les leaderships, je me pose la question sur les leaderships de l'Union sacrée aujourd'hui. Est-ce que Bahati a voulu régler les comptes à ses anciens sociétaires du FCC? Oui, c'est possible. Sa réponse. C'est possible, mais quelque part, Bahati a aussi raison. Parce non, que mais malheureusement, ça ne joue pas en faveur du président de la République. En tout cas, moi je crois qu'il faut faire beaucoup d'attention, il faut bien contrôler ce Bahati. Il risque de frustrer les alliés de Félix. Ses alliés vont quitter Félix à cause de lui. Vous savez, c'est aussi légitime par rapport à Bahati, parce que la FDC aujourd'hui, il faut le reconnaître, a plusieurs députés provinciaux au niveau des assemblées provinciales. Mais il faut qu'on puisse aussi respecter les autres. La solidarité gagne. Qu'il y ait une certaine solidarité. Oui. Moi je crois que c'est le président de la République qui devrait faire beaucoup d'attention à Bahati. Il semble que, je ne le confirme pas, on laisse trop de largesse, trop de marge de manœuvre à Bahati, et Bahati commence à régler même ses comptes à tout celui qui n'est pas d'accord avec lui. Et dans tout ça là, j'ai comme l'impression que c'est le président qui en sortira perdant. Quelle question? Non, je m'interroge à haute voix. J'ai comme l'impression que si on ne contrôle pas ce monsieur-là, il risque même de chasser tout le monde de bonne foi qui veut soutenir le chef de l'État. En tout cas, Ambroise a tout abordé pratiquement. Il ne faudrait pas que je revienne sur ce qu'il a dit. Mais je veux prendre un angle de ces élections. Je crois que j'avais expliqué la fois passée que j'explique encore. Au Sankourou, il n'y a pas de candidats. Non, au Sankourou, il y a des candidats. Mais le cas Lualaba, j'explique parce que j'ai vu même hier sur les réseaux sociaux, les gens revenir et peut-être qu'ils ne comprenaient pas. Le gouverneur, ici, pas longtemps, je vous évoquais l'article 160 de la loi électorale. Il peut partir par une motion de défiance ou de censure. Il peut partir par un acte de révocation du président. Mais le cas Lualaba a créé une certaine particularité. C'est à quel niveau? Les députés se sont rencontrés et finalement ils vont poser un acte. Le retrait de la confiance du gouverneur. Le gouverneur Mouyej estime que c'est injuste ce qu'ils ont fait. Ça c'est selon lui. Il saisit la Cour constitutionnelle. La Cour va rendre maintenant son arrêt. La Cour se dit incompétente de pouvoir trancher une telle question du fait simplement que le concept de retrait de la confiance n'existe pas dans la Constitution. Il faut déchoir le gouverneur et pour que moi, la Cour constitutionnelle, je sois compétente maintenant de siéger et dire au gouverneur tu es parti. Et voilà, à ce niveau-là, il s'est agi effectivement d'un acte politique. Donc Mouyej reste gouverneur. Non, mais on l'a retiré confiance. Retirer confiance? Retirer confiance, c'est-à-dire quoi? Il ne vous accepte plus une quelconque collaboration. Mais vous êtes gouverneur. Il est gouverneur. Mais il est gouverneur. Il est gouverneur. Jusqu'à la preuve du contraire. Il faut maintenant un autre acte. C'est Kinshasa qui bloque. De déchéance, non pas Kinshasa, de déchéance, n'est-ce pas, pour que le gouverneur parte. Et voilà, c'est comme ça que on n'a pas pu aligner les Lualaba. Et les gens reviennent encore une fois de plus sur mais pourquoi il ne rentre pas chez lui? Pourquoi il ne rentre pas? Selon vous, est-ce que vous n'avez pas d'informations? Ce n'est pas une préoccupation de Pascal. J'explique un fait qui fait débat aujourd'hui où les gens... La préoccupation, c'est de comprendre qu'un acte de retrait de confiance, ce n'est pas un acte de déchéance. Voilà. La préoccupation, pas pour vous de savoir pourquoi il ne rentre pas. C'est ça. Non, j'explique. Moi, j'explique le fait qu'il a fait débat hier. Alors, s'il ne rentre pas, et je dis politiquement, parce qu'on a retiré aussi confiance. Je suis dans la politique. Cet aspect-là, c'est politique. Sur le plan judiciaire, je dis, il est gouverneur du fait que la Cour constitutionnelle ne l'a pas déchu, n'a pas accepté maintenant. Confirmé, voilà. Donc, il est là. Et c'est comme ça que je disais. Et là encore, on revient, on dit, bon, voilà, Daniel Asselo, à la base encore. Ça, c'est de l'amalgame. On les mélange un peu trop. Voilà. Mais Pascal, excusez-moi, je ne crois même pas à ce que je vais dire tout à l'heure. Je ne crois pas que ce soit un groupe d'escrocs, ces députés-là. Vous voulez faire partie d'un gouverneur. D'abord, j'aimerais récapituler. C'est quand Asselo a présenté la liste des 14 provinces à problème, il a dit sauf les Lualaba, parce que pour lui, il considérait que les Lualaba, il n'y avait pas une motion contre le gouverneur. Voilà. Et le lendemain, c'est l'Assemblée provinciale qui s'est réunie pour retirer la confiance. Oui. Est-ce que dans le règlement intérieur de l'Assemblée, dans la Constitution, ces députés provinciaux qui ont posé cet acte-là, on sait sur la manigance de qui on le fait, on ne sait pas dire ici. Oui, mais je me suis rendu... C'est une base de quoi de retirer une confiance? Oui, ça a quelle base, quelle valeur juridique? Je me suis rendu compte d'un fait. Avec Ambroise, nous avons commencé la télévision il y a très longtemps, on continue à présenter des émissions. Nous sentons quand nous recevons les invités. Les politiques ne sont pas souvent pertinents.
ils ont cette exception, peut-être avantage pour eux de se retrouver dans un groupe politique. Et demain, vous avez le pouvoir. Voilà. Mais c'est là, la base, c'est les élections que nous organisons. Le jour où nous allons organiser de bonnes élections pour que le choix des meilleurs d'entre nous soit fait avec conscience, c'est à ce moment-là que nous aurons de belles assemblées où le travail sera effectivement bien fait. Quand vous sillonnez le pays, vous allez vous rendre compte que nos assemblées provinciales posent un sérieux problème du fonctionnement et de la compréhension des textes. Même la qualité Simplement parce que le choix que nous avions fait n'était pas un bon choix. On a envoyé n'importe qui. Mais quelqu'un qui ne sait pas faire une lecture de 2 phrases, comment il va interpréter, en tout cas, le règlement intérieur? Et là, ça va poser problème, même lorsqu'il faut prendre une décision comme le voilà, au lieu de parler de la déchéance, il lui pense que le retrait de la confiance, c'est des choix le gouvernement. Non, je crois qu'ils avaient fait ça pour escroquer leur mentor, se tirer un peu de moyens. Oui, oui. Moi, je voudrais dire quelque chose. D'abord, une petite parenthèse. Il y a la démonstration faite tout à l'heure par Pascal, mais donne une preuve que Daniel Asselo, le vice-premier ministre de l'Intérieur, est un peu légaliste. C'est un légaliste. Pourquoi? Parce que quand vous prenez les cas Palou, il a réagi en tant que légaliste. Lorsque vous prenez le cas de la province du Lualaba, c'est la même chose. À un moment, je me demandais pourquoi il ne confirmait pas Fifi Masuka comme intérimaire. Il ne l'a pas fait parce que sur le plan judiciaire, Mouyej est encore gouverneur. Alors, et aujourd'hui, quand il a refusé de pouvoir confirmer Fifi Masuka comme étant... C'est lui d'ailleurs qui avait demandé, qui avait annoncé les retours de Mouyej. Mais effectivement, on a vu directement les députés provinciaux du Lualaba s'organiser rapidement pour retirer la confiance. Le retrait de la confiance n'a pas de valeur juridique par rapport aux lois de la République. C'est politique qu'on puisse les comprendre. C'est un retrait de confiance politique, mais la personne demeure gouverneur. Mais alors, il y a eu un problème avec l'Union sacrée. Comme l'Union sacrée est arrivée, Fifi Masuka qui a pris l'avance sur Richard Mouyej qui était encore trop kabiliste, et puis Fifi Masuka qui s'est dit non, je dois aller vers Tshisekedi, et il a voulu renverser. On dit qu'il est là-bas aujourd'hui, c'est l'Eldorado, hein. Toute la famille est là-bas. Effectivement. Chacun a quand même son lopin de terre pour exploiter. C'est pour cela, Fifi Masuka a utilisé la volonté du chef de l'État à avoir beaucoup de gens autour de lui par rapport à l'Union sacrée. On a utilisé cette question sur le plan politique, et Kinshasa a soutenu quelque part ce que Fifi Masuka a fait avec l'Assemblée provinciale. Voilà pourquoi Richard Mouyej est en difficulté de pouvoir entrer dans les Lualaba aujourd'hui. Mais pourtant, sur le plan judiciaire, il demeure gouverneur de la province. Et c'est pour cela, même parmi l'élection des gouverneurs, les Lualaba ne pouvaient pas être alignés aujourd'hui. Alors, pour revenir à ce qui se passe... Attendez, j'ai un problème. Ça me concerne personnellement, mais j'aimerais quand même que vous puissiez donner vos avis. La Constitution, elle est muette sur ça, mais c'est la bonne foi des politiques et l'élégance politique. Il faut combien de temps quand un gouverneur démissionne pour que les chefs de l'État prennent acte? Je prends l'exemple de ma province du Nord Ubangi. Le gouverneur a démissionné, comme il a l'intérim, parce qu'il n'a pas saisi la Cour constitutionnelle, Pascal nous avait expliqué ça, mais ça fait plus de 4 mois. On ne prend pas acte, c'est-à-dire il reste gouverneur. Il peut rester gouverneur sans la prise d'acte du chef de l'État pendant quelle période? Bon, effectivement, je ne voudrais pas dire ici que au regard de la loi, je connais un article qui donne solution à ce problème, mais j'estime que la prise d'acte d'une démission d'un gouverneur, relève d'un pouvoir discrétionnaire du chef de l'État, et ça signifie que c'est lui qui juge de quand où il doit prendre acte ou non à une démission d'un gouverneur. Si le président de la République a trouvé, par exemple, que les raisons avancées par le gouverneur ne sont pas fondées, il peut se taire comme il s'est dessus, mais ça aussi, c'est pas bon dans la gestion de la chose publique, parce qu'un démissionnaire, un gouverneur démissionnaire n'a plus forcément confiance ni vis-à-vis de la population, ni vis-à-vis de la... Il y a des actes qui ne peuvent pas engager pour la province. Il ne peut pas engager pour la province, mais le président de la République qui est censé prendre acte de sa démission, lorsqu'il prend trop de temps, ça pose problème par rapport à l'efficacité même de la gestion de la chose publique au niveau de la province. Est-ce qu'il a besoin d'un bilan, lui aussi, le président, par rapport à cette province? Effectivement, le gouverneur est appelé... Est-ce qu'il considère lui-même le président? Il considère qu'il a besoin de cette population de la province du Nord Ubangi, où il a besoin que des routes soient construites, des hôpitaux, parce qu'il faut un gouverneur. Oui, mais il y a quand même du retard qui a été pris sur le traitement de ces dossiers-là au niveau peut-être de la présidente de la République. Je ne sais pas Est-ce que ceux qui traitent ces dossiers-là ne sont pas désintéressés? Pratiquement, on peut dire qu'ils sont désintéressés aujourd'hui, mais
ça travaille contre le président de la République, en fait. Mais il y a un problème, parce que le problème des textes, moi je pense qu'il faudrait qu'on touche à la Constitution, il faudrait qu'on touche à certaines lois. Je lis toujours la disposition 160 de la loi électorale. C'est là la difficulté. Lorsque vous allez déposer la démission auprès du chef de l'État en disant 24 heures telles que veut la loi, le chef réceptionne votre démission. S'il ne répond pas, mais il y a des réponses aussi tacites. On peut comprendre qu'il a accepté ma démission. Et lorsque le chef de l'État accepte la démission, le gouverneur ne part pas. Il reste gouverneur, cette fois-là gouverneur haï, jusqu'à l'organisation des élections. Très bien. La difficulté maintenant, c'est comment on sera fixé qu'effectivement, il y a eu acceptation de la démission du gouverneur par le chef de l'État et que la Commission électorale nationale indépendante soit en mesure d'aligner la province pour les prochaines élections, parce que simplement le gouverneur est gouverneur intérimaire, il expédie les affaires courantes. J'ai la réponse à votre préoccupation, même si je ne suis pas co-débatteur, mais nous sommes dans une sorte de conseil de rédaction entre confrères. Ah oui. J'ai la réponse à votre préoccupation. La réponse, je la trouve où? À la démission d'un gouverneur, je crois, du Kwango. Il y a un gouverneur du Kwango, entre Kwilu et Kwango, qui avait démissionné. Si le chef accepte, il doit poser un acte pour dire j'accepte. Si le chef n'accepte pas une démission, il doit poser un acte pour dire je n'accepte pas. Il ne faut pas laisser les gens, vous n'acceptez pas, vous ne refusez pas et vous laissez les gens pour dire que c'est aussi une réponse tacite. Non, quand le chef avait refusé la démission du gouverneur... quand le chef avait refusé la démission du gouverneur de Kwango, il avait dit non. Il a dit que je refuse cette démission. Il y a la lettre. Mais s'il refuse la démission du gouverneur du Nord-Obangi, pourquoi il ne le dit pas? Non, mais c'est en train d'analyser. Qu'il arrive par exemple que le chef ne répondra à jamais. On considère quoi? On considère effectivement qu'il a été déchu par l'Assemblée provinciale. On considère qu'il a déposé sa démission auprès du chef de l'État. À partir du moment où le chef de l'État ne répond pas, nous ne pouvons plus le considérer comme gouverneur parce que nous l'avons déchu. Il doit partir. La conséquence de son départ. Est-ce que la République doit marcher comme ça? Excusez. Quelqu'un démissionne, le chef ne répond ni par oui, ni par non pendant plusieurs mois. Est-ce que la République... C'est ça l'état de droit? Sûrement, il va répondre. Mais nous sommes dans... Est-ce que c'est ça l'état de droit? Non, la République ne doit pas marcher comme ça, Serge. Est-ce que la République doit marcher? Non. Quelqu'un démissionne. Mais toi, tu es président de la République. Tu dois soit te dire oui, ou non, tu dis non. Effectivement, tu laisses la situation pourrir. Est-ce que c'est ça l'état de droit? Non, l'état de droit, c'est le respect aussi des textes. Voilà. Je ne sais pas si vous avez une disposition qui détermine le temps au chef de l'État. C'est ça l'état de droit. Mais non, je ne sais pas qu'il il n'y en a pas. Alors, lorsqu'il n'y en a pas, ça veut dire qu'on est dans l'état de droit. Voyez-vous, on ne peut pas, n'est-ce pas, se prévaloir de sa propre turpitude. C'est nous les responsables, nous qui avions élaboré ces textes. Et à ce moment-là, on ne peut pas dire au chef de l'État, vous ne respectez pas les textes, alors que dans les textes, rien n'indique comme tel. Sur base de quoi? Sur base de quoi et sur base de quel délai il avait répondu en refusant la démission du gouverneur du Kwango? C'est pas une gestion politique, simplement. À mon avis, à mon sens, c'est une gestion politique de la question. Vous avez tout dit. C'est une gestion politique de la question. Mais ça ne profite pas à la population du Kwango. Mais ce qui est vrai, il faudrait le dire, dans nos provinces, demain c'est les élections, il faudrait que ceux qui représentent le chef de l'État dans les provinces fassent le travail correctement. Très bien. Parce qu'à un certain moment, l'image du chef n'est pas bien vendue, au risque maintenant de croire que ce qui ne marche pas en province, à l'intérieur du pays, le chef de l'État. Alors que c'est ses collaborateurs qui ne savent pas l'aider. Ah oui, c'est ça malheureusement. Est-ce que je peux avoir les messages, Pascal? Il y a quelqu'un qui m'envoie les messages. Merci à vous, madame, messieurs. Je peux avoir ça rapidement. Merci à vous, madame, messieurs. Cette émission est terminée. Nous allons revenir très prochainement. Je crois que ça sera lundi. Vous avez été des milliers à nous rappeler cette affaire des Covid avec les rapports de l'inspection générale des finances, la coordination Covid pour la République démocratique du Congo et la VAV de Kinshasa. Où est-ce que nous en sommes? Vous nous avez posé la question sur ça. Nous allons revenir sur ça et certainement que nous allons poser la question à Gilles Alinguete. Où est-ce que nous en sommes? Parce que dans son rapport, il avait cité plusieurs personnes et plusieurs personnalités, ceux qui coordonnaient cette cellule Covid pour la République démocratique du Congo. Où est-ce que nous en sommes? On en parlera la semaine prochaine. Merci à vous, madame, messieurs, d'avoir été des nôtres. Merci à Pascal. Merci. Merci à Ambroise Mamba et à toute l'équipe technique. Prenez rendez-vous avec Kiosque, ça sera les lundis. Moreau et Héritier étaient derrière les caméras. Bon week-end à tous.
Et bonne évasion sur les antennes du canal. Ouf. Sommes.